Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu 325e épisode. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver. Je suis accompagné aujourd'hui d'Alain Mattei. Salut Alain. Bonjour Raoul. Ça va ? Ça va très bien. Ah oui, hello, pardon. Je le dis à chaque fois, c'est oui, dans mon contrat. Les gens sont perturbés, sinon c'est normal. Et comme toujours, Camille à la technique évidemment. Camille, bonjour. Salut. Et on a quelques fans dans le public qui sont là aussi. Grégory Richard, grosse pression, bien sûr. Je fais le consultant alors qu'il y a les deux consultants que tu Grégory, Raphaël et Victor, notre community manager, qui nous fait également le plaisir de passer l'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL, avec comme cette année, la possibilité de regarder les matchs en streaming. Alain vous remontre bien le partenaire. Et cette année d'ailleurs, petite précision supplémentaire, on fait un jeu concours. Voilà, on a des cadeaux à vous faire gagner, alors on vous en fait profiter, et pour ça c'est très facile, il faut partager l'émission soit sur Twitter, soit sur Instagram, soit sur Facebook, juste partager, c'est ça Alain? C'est ça, et un t-shirt Unibet voilà, aujourd'hui. Mais un t-shirt Unibet à gagner. Quasiment toutes les émissions d'ici la fin de l'année, on a plein de lots en stock, donc un t-shirt Unibet ce jeudi pour celui qui partage. Allez hop, on partage, oui. Petite précision à ceux qui ont déjà gagné, j'ai pas encore envoyé les lots, c'est moi qui vais à la poste. C'est normal, vous avez l'habitude avec Alain Mattei. C'est le match le plus glamour de cette saison peut-être, un remake du Super Bowl mythique de ces dernières années entre deux équipes hyper performantes. On revient sur ce petit 49ers Ravens de dimanche, plus les pronos et les meilleures cotes. Vous avez l'habitude, c'est parti pour un nouveau podcast. Baltimore Ravens 9 victoires, 2 défaites. San Francisco 49ers 10 victoires, 1 défaite. On repense évidemment, Alain, à ce Super Bowl 47 avec Joe Flacco qui était un QB élite à l'époque. Colin Kaepernick, les frères Harbaugh, la coupure de courant, les Destiny's Child, enfin voilà. Est-ce que... les Destiny's Child. Est-ce que c'est ton top 3 des 10 derniers Super Bowls? Un de tes top 3? Ah non. Non? Non, okay. Non, je crois. Alors là, de mémoire, non, pas moi, vraiment. je me l'ai surfait. Écoute, ça peut faire top 3. Il y en a 2 des Patriots sur avant. Tu mets les deux, la remontée et contre les Seahawks. Et après, attends, sur les 10 dernières années. Oui, mais bon, derrière, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ceux des Giants, ils sont dans les 10 dernières années, non? Le dernier, ouais. Ouais, déjà, c'était déjà mieux aussi. Je te trouve dur. Moi, j'en avais gardé un souvenir. La coupure, elle avait coupé les pattes, quand même. Ouais, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Moi, je me souviens qu'ils avaient pris un safety volontairement, les Ravens, en fin de match pour manger un peu de chrono. Ça m'avait C'est vrai aussi. Ça m'avait marqué, je trouvais ça génial. Attends, dans les 10 dernières années, il y a le Cardinals Steelers qui était monstrueux. Ah bah ça fait 10 ans pile, donc bon. Ok, bon bah ma question était nulle, très bien. Sur ce match, du coup... T'auras peut-être plus de chance avec la suivante, vas-y. Peut-être. Déjà, sans stats ou rien comme ça, qui des deux équipes te semble la plus inarrêtable, on va dire, la meilleure dynamique? Ces deux équipes qui sont très en forme. Qui te fait la meilleure impression aujourd'hui? C'est difficile de pas dire les Ravens, honnêtement. Vu la physionomie des derniers matchs, ils mettent des éclats terribles. Ils gagnent de 28 points d'écart en moyenne sur leurs 3 derniers matchs, je crois. Ils sont, je sais plus, j'avais la stat, mais c'est sur les 3 dernières victoires, 28 points d'écart en moyenne. Donc ils mettent des éclats terribles à tout le monde. Lamar Jackson marche sur l'eau. Et sur les défenses adverses. On va pas refaire un dessin. Il est efficace au sol, il est efficace à la passe. Il est efficace partout. Donc ça, c'est quand même le plus important. Et après, il y a cette attaque au sol. On l'a un peu dit dans une des émissions précédentes. Ils sont quand même en train de mettre un twist assez incroyable à la tendance NFL des dernières années qui était beaucoup passée. Et là, on revient à un jeu au sol quand même assez hallucinant. Ils sont à plus de 200 yards par match. Ils cassent toutes les conventions de ces dernières années. Donc sur la dynamique, je te dis les Ravens. Et au-delà de relancer le jeu au sol, ils ont surtout le quarterback pour aller avec. Il y a ces deux équipes qui sont au top, on l'a dit. Meilleure attaque au sol pour le Baltimore, deuxième meilleure attaque au sol pour les San Francisco 49ers. Meilleure défense en termes de yards pour les Niners. Troisième meilleure défense au sol pour les Ravens. Enfin voilà, ils sont dans les tops de toutes les statistiques à peu près possibles. Comment tu te démarques dans ce genre de match? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Ils ont à peu près le même mode opératoire. Alors évidemment, il n'y a pas le quarterback coureur du côté des 49ers, mais c'est avant tout un match. On peut parler autant qu'on veut de Jimmy Garoppolo et de Lamar Jackson, mais c'est avant tout une opposition au sol. Ça va être qui prend le tempo du match, qui s'établit au sol. Tu l'as dit, c'est les 2 meilleures attaques au sol. Et dans ces conditions-là, les Niners ayant la moins bonne des 2 défenses au sol officiellement, puisqu'ils laissent un peu plus de 110 yards par match au sol, ça semble les laisser un petit peu plus en danger. Faudra que les Ravens fassent un poil attention parce qu'il leur manque Matt Scuta, le centre Skura, qui s'est blessé il y a quelques jours. Mais voilà, sur le papier, ils ont la meilleure attaque au sol des deux, ils ont la meilleure défense au sol des deux. Donc ils semblent être un peu avantagés de ce côté-là.
pour tout ce qui est généralement les autres choses qui déterminent un peu un match de football américain, c'est quand même les pertes de balles. Les deux sont très positifs de ce côté-là, plus 6 pour San Francisco, plus 8 pour Baltimore. Il y a aussi du pass rush de part et d'autre, même s'il est un tout petit peu meilleur à San Francisco. En tout cas, il est plus fourni. Et en plus, Matthew Judon, qui est le meilleur sacker des Ravens, s'était limité à l'entraînement cette semaine. Donc à voir. Moi, il y a un duel de playmaker en défense que j'aime bien, c'est Marcus Peters versus Richard Sherman. C'est les mecs qui peuvent te changer le cours d'un match sur une interception au bon moment. Oui, non, mais clairement, Peter, c'est hyper productif depuis qu'il est arrivé. Donc, mais des deux côtés, l'enjeu, ce sera aussi ça, c'est espérer ralentir le jeu au sol adverse, du coup mettre un peu plus de pression sur le quarterback adverse et espérer lui faire des erreurs. Donc, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas que dans le match, il y ait une des deux équipes qui marche complètement sur l'autre. Du coup, le quarterback reste à l'aise, tranquille, que ce soit Garoppolo ou Lamar Jackson, il arrive encore à distiller tranquillement. L'enjeu, ça va être vraiment de bloquer le jeu au sol, de mettre la pression sur ces gars-là. C'est 2 fois plus dur pour Jackson parce qu'en plus, il peut s'échapper. Il n'a pas lancé une interception depuis le 6 octobre. Il est à 13 touchdowns pour 0 interception sur les 4 derniers matchs. Donc voilà. Mais dans le même temps, il va être testé, Lamar Jackson. C'est la meilleure défense contre la passe en face, statistiquement en tout cas. Donc il va être testé. On parle encore une fois, on l'a redit mardi, beaucoup de tests pour les Niners, tests pour les Niners. Là, il y a test pour Lamar Jackson aussi. Complètement. Mine de rien. Tu t'attends pas à un match serré du coup ? Ah si. Ce que je veux dire, c'est que je serais pas étonné. C'est-à-dire que très bien. soit vraiment tu vas avoir une des deux équipes qui va réussir à prendre le match à son compte au sol, et là peut-être que t'as pas de suspense. Après, peut-être que voilà, ça va se rentrer dedans. Le cas le plus fou, c'est les deux défenses arrivent à contenir le sol, et là tu te retrouves avec un truc dingue, peut-être quelques erreurs. C'est voilà. Robbie Gould qui décide versus Tucker. En plus, c'est deux bons kickers. Où ça se joue sur une interception ou un fumble arraché ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est très bateau. Mais si la défense des Niners ralentit pas un minimum cette machine incroyable clairement. De toute façon des Ravens, tu peux avoir un match encore compliqué. D'accord. Un mot quand même sur les deux quarterbacks pour les stats. 24 touchdowns, c'est le meilleur de la ligue, contre 5 interceptions pour Lamar Jackson, tu as dit. Il y a 20 touchdowns et 10 interceptions côté Garoppolo, c'est pas mal non plus. Maintenant, si jamais Lamar Jackson prend feu et qu'il essaye de suivre le rythme de ce côté-là, il lui manque encore quelques pièces. George Kittle est toujours pas là. Deebo Samuels était limité à l'entraînement. Et Matt Breida aussi au sol pour le soulager un peu. Donc, je suis un peu inquiet, c'est un bien grand mot, mais peut-être qu'il n'est pas à 100% de ce qu'il pourrait avoir pour faire face à cette équipe des Ravens. Oui, mais le truc avec toutes les bonnes équipes, c'est que ils ont toutes les deux, de toute façon, sont. T'as vu comme ça se dissipe à côté, ça parle de plus en plus fort. On va les entendre dans l'émission bientôt. Kittle était là, dit Raphaël. Très bien. Donc je disais, le truc des deux, c'est qu'ils ont du très bon coaching. Donc Kyle Shanahan va trouver des solutions d'une manière ou d'une autre. John Harbaugh aussi. Moi, je pense que le coaching de Kyle Shanahan peut aussi être une des clés. C'est-à-dire qu'il peut trouver des solutions, peut-être un peu créatif pour garder le ballon, pour casser le rythme de cette attaque de Baltimore. Ce sera obligatoire de toute façon. Ça me rappelle un peu, alors pas du tout le même genre d'attaque, mais ces périodes où les Patriots étaient intouchables en attaque et où le but de l'équipe d'en face, comme le faisaient bien les Giants lors des Super Bowls, était de casser le rythme, de garder le ballon, de faire en sorte qu'il ait le ballon 2 minutes et que derrière on le regarde 10 minutes en marchant et ainsi de suite. Donc, il va falloir que Kyle Shanahan trouve ce genre de rythme-là, de choses-là. Et après, je le disais encore une fois, mais c'est un test pour Lamar Jackson. Les 49ers viennent de limiter Aaron Rodgers à 104 yards. Ouais. Donc évidemment tu le défends pas pareil, c'est pas du tout le même quarterback. Jackson c'est 80 yards par match au sol, 7 yards par course, c'est autre chose. Mais ils ont limité Aaron Rodgers à 104 yards par match. Court un peu plus que Rodgers. Donc ce sera un test pour Lamar Jackson aussi. Et si Kyle Shanahan à côté arrive à être créatif et arrive à garder le ballon et arrive à trouver des solutions pour son attaque, voilà, ça peut, à mon sens, être un match. En tout cas, c'est pas un match qui est fait. Non, on est d'accord. Tu parlais de Kyle Shanahan. Moi, j'ai envie de croire que l'expérience de John Harbaugh aussi peut. On m'indique qu'il y a un touchdown là-bas pendant le match. Qui touchdown Détroit. Bon, après, ça marche pas trop parce qu'on n'est pas en direct, ça n'a pas marché. Donc, désolé. Sachez qu'au moment où on enregistre, Détroit a marqué. Bon, donc oui, John Harbaugh qui a l'expérience aussi de ce genre de match-là peut peut-être faire pencher la balance du côté de Baltimore. En tout cas, tu as raison de le pointer. Le coaching sur ce match-là va être intéressant à suivre et peut aussi avoir son intérêt. Ton prono, Alain? J'arrive pas à savoir si ça va être. S'il pourrait pas être totalement fermé, comme on disait. Tu vois, soit les jeux au sol sont stoppés et tu testes les quarterbacks, soit une équipe réussit à tuer le match et met son quarterback tranquille avec du gros jeu au sol et tout ça. Et j'ai l'impression que ça peut vraiment partir dans un sens comme dans l'autre. Je prends les Ravens sur la dynamique. Ouais, pareil.
Mais encore une fois, j'aime bien l'idée que cette défense des Niners, elle est très en forme. Elle peut trouver des choses, pousser, je dis pas 10 fois à l'erreur, il va pas lancer 5 interceptions, Lamar Jackson. C'est surprenant. Mais une ou deux erreurs, un fumble, un machin. Et derrière, si Kyle Shanahan gère bien l'attaque, ce match, il est jouable. Donc, je dis Ravens sur la dynamique, mais ça va être un super match. Ils ont quand même 10 victoires et une défaite. Les Niners, c'est pas une équipe facile à prendre. Je vais prendre les Ravens aussi sur la dynamique et peut-être que, en plus, c'est chez eux. Donc, il y a toujours un petit peu plus d'éléments dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait les retrouver tous les deux au Super Bowl, tiens? Ce serait sympa. Bah, faut espérer. Alors, Thomas a déjà annoncé que les Ravens y seraient. Attention. Donc, déjà, ça fait un siège qui est pris. On sait tous que ce après, genre de déclaration. Après, en NFC, il y a du monde. Donc, c'est clair. Je peux plus facilement croire les Ravens s'ils disent on y sera qu'une équipe de la NFC, tellement il y a de monde de l'autre côté. Ils ont intérêt à assumer derrière quand ils commencent à dire ce genre de trucs. Voilà pour le match de la semaine. On va passer tout de suite à tous les autres pronos de la semaine 13. Win this game for one another. Alors, les pronos. Bon, cette semaine, c'est un petit peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je voulais voir ce que je pronostiquais. Oui, alors voilà. Grégory Richard qui passe à l'écran pour faire coucou. Grégory, il n'est même pas dans le champ. Il a essayé, mais non. Voilà. Il est content. Et voilà. Merci Grégory. Alors donc oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire qu'il y en a un qui s'est peut-être un peu échappé vite. Et qui commence à faiblir dans le deuxième col. Alors, l'analogie avec le cyclisme est pourquoi pas intéressante. Mais j'ai tenté des trucs. Ça a marché jusqu'à maintenant, ça marche un peu moins. Je vais me refaire la cerise, tout ira bien. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Camille et moi, on a fait un petit 8. C'est pas ouf, mais bon, on va faire avec. Raph et Alain, vous faites 10. Donc, vous êtes toujours à égalité, c'est parfait. Et Grégory fait 11. Saleté de Falcons qui lui file tous les points depuis le début parce qu'il les pronostique pas. C'est vrai qu'il faudrait s'il supportait une équipe qui gagne, il serait dans la panade. Ouais, d'accord, très bien. Merci Grégory. Donc les scores. Camille est à 105, Raphaël et Alain toujours à égalité à 106, Grégory 113, je reste devant à 115. Mais attention, il ne va pas falloir faire n'importe quoi cette semaine. Grégory, s'il était supporter des Patriots, il aurait jamais gagné les pronos de sa vie. C'est pas impossible. Detroit Lions, le premier match il est en ce moment qui était à 3 victoires, 7 défaites, 1 nul, et Chicago Bears 5 victoires, 6 défaites. David Blau, je sais pas comment on dit, Blau, qui a commencé le titulaire pour les Lions, voilà. Oui, donc on précise, on a fait les pronos avant le match, mais il est en cours au moment où on C'est quoi le score, messieurs, déjà, s'il vous plaît? 14-7 pour Détroit. Je vois pas pourquoi j'ai mis Lions, là. J'ai pris les Bears, il me semble. On a pris les Bears. On a pris les Bears tous. Oui, on a pris les Bears tous. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Si, David Blau qui a joué avec Maungo à Purdue. Voilà. Oui, vous retiendrez cette histoire intéressante. La défense des Bears, a priori, devrait suffire sur ce match-là, même si pour l'instant, ça a l'air de pas être non, le cas. Mais bon, on a pronostiqué avant, on a dit. Ouais, donc on est obligé de s'y tenir. Tout à l'heure, donc toujours jeudi, vous serez peut-être devant aussi. Dallas Cowboys 6 victoires, 5 défaites. Buffalo Bills 8 victoires, 3 défaites. Les Bills gagnent contre les petites équipes, Dallas aussi. Maintenant, qui est la plus petite équipe des deux les Cowboys ont gagné contre aucun bilan positif. Alors ça m'embête. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a plein qui sont durs à pronostiquer cette semaine. Moi, je prends Dallas, mais... mais ils ont eu des absences, tu vois, contre les Jets, il y a 3 ou 4 semaines, ça s'est mal passé pour eux. Ouais, mais les Bills, est-ce que c'est un peu le Amari Cooper est en train de baisser de régime terriblement. Il y a des trucs qui m'inquiètent. Je prends Dallas parce que c'est plus complet pour moi, mais je suis pas. Et puis c'est chez eux, c'est le match de Thanksgiving, donc tout le monde va regarder. Ouais, mais tu vois, alors, je comprends pas ce qui s'est passé à Dallas. On va pas épiloguer là-dessus parce que vous aurez vu le match au moment où vous écoutez l'émission, mais je comprends pas pourquoi cette équipe a tourné au drama en une semaine. Ils ont complètement implosé parce qu'ils ont perdu contre les Patriots. Donc, comment il s'appelle, Jerry Jones a craqué en conf de presse. Derrière, il y a des rumeurs sur Garrett de partout, etc. Ils sont pas à la rue, ils sont en tête de leur division, ils ont perdu contre les Patriots qui sont numéro 1 de l'AFC. Je comprends pas pourquoi ils ont implosé d'un coup comme ça. Tu sais comment ça marche, les journalistes reprennent une déclaration, et derrière ça, c'est tout un événement. Atlanta Falcons, ce sera le match de cette nuit, de la nuit de jeudi à vendredi. 3 victoires, 8 défaites pour Atlanta. New Orleans Saints, 9 victoires, 2 défaites. Est-ce que les Falcons c'était qu'un feu de paille finalement, Alain? On a vu, a priori... Je sais pas quoi dire, on a eu 2 matchs exceptionnels, ça avait l'air d'être l'anomalie puisque de toute façon ça a retourné à la cata sur les suivants. Donc là évidemment je suis obligé de pronostiquer les Saints. Pareil. Sur ce qu'on a revu. Voilà. Et puis Drew Brees et compagnie vont vouloir se venger parce qu'un des matchs parfaits des Falcons c'est contre les Saints. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, ils se sont joués la dernière fois et les Falcons avaient gagné. C'était la même affiche d'ailleurs jeudi l'an dernier à Thanksgiving le soir, vous voyez ce que je veux dire. Le 3e match de Thanksgiving l'an dernier. Et New Orleans avait gagné. Les Saints sont quand même sur une
une bonne dynamique. Est-ce qu'on les oublie pas un peu dans les favoris? Oh, je pense pas qu'on les oublie. Ils font leur chemin, c'est un peu comme les Patriots, on attend les playoffs maintenant. Ouais, mais maintenant, j'ai l'impression que comme Drew Brees a manqué une partie de l'année, on oublie un peu qu'il y a quand même... Il y a une grosse défense, il y a un Michael Thomas qui est exceptionnel. Alvin Kamara aussi qui fait un boulot incroyable. Voilà pour les matchs de ce jeudi que vous avez peut-être déjà vu. Donc si vous écoutez le podcast, dimanche à 19h, on commence par Indianapolis Colts à 6 victoires, 5 défaites contre les Tennessee Titans, 6 victoires, 5 défaites aussi. Vous avez pas mal parlé des Titans mardi qui vont mieux, mais est-ce qu'on peut faire confiance à la régularité de Tannehill? Et bah justement, j'allais dire, du coup, j'ai peur d'être déçu, tu vois. Bah voilà. Je vais prendre les Titans parce qu'il y a beaucoup trop de blessés à Indianapolis. Après, Frank Reich n'a jamais perdu face aux Titans. Les 3 derniers matchs, c'est victoire pour les Colts, dont un 19-17 en faveur de Indianapolis plus tôt cette saison. Je trouve qu'Indianapolis est quand même plus équilibré et plus régulier surtout. Oui, mais il faut gratter des points aussi. Ouais. Donc, non, et encore une fois, il va manquer T.Y. Hilton, il va manquer Marlon Mack, il manque du monde quand même. Il est pas revenu? Ouais, juste avant l'émission, c'est tombé. Ah bon, bah donc okay, super. T'es dégoûté. Non, je suis pas dégoûté, j'y crois. Donc Titans. Moi, Colts très bien. Grégory me fait coucou, il est content. Mais il est très dur à pronostiquer. Je vais vous prendre un point là-dessus, ça vous fera les pieds. Cincinnati Bengals, 0 victoire, 11 défaites. New York Jets, 4 victoires, 7 défaites. Est-ce que c'est le match pour Cincinnati pour enfin gagner? Il reste les Dolphins après dans la saison, donc c'est pas encore complètement foutu. Pas forcément, parce que du coup, les Jets sont sur 3 victoires de suite. Donc leur défense est bien meilleure. Les Jets sont quand même 9e en défense avec la meilleure défense contre le sol. Hein. Donc a priori ils vont éclater la ligne adverse, la ligne offensive adverse. C'est le retour d'Andy Dalton. C'est le retour d'Andy Dalton. Mais il n'y a pas le retour d'Edgy Green et il n'y a pas le retour de plein d'autres gens qui seraient nécessaires. Donc non, a priori je vais prendre les Jets. Les Jets, ça a l'air assez serein. Les Jets pour moi aussi. Carolina Panthers, 5 victoires, 6 défaites. Washington Redskins, 2 victoires, 9 défaites. Une question très simple, est-ce que la défense des Redskins peut arrêter McCaffrey? Si c'est oui, ils peuvent gagner, si c'est non, c'est perdu. On est d'accord que ça résume simplement, mais que c'est quand même... Oui, parce que c'est à peu près le seul élément régulier de Carolina en ce moment, donc on peut dire ça. Et après, c'est tellement irrégulier et c'est tellement difficile du côté de Washington que clairement, ça me semble quand même passer pour Carolina, qui a eu des semaines difficiles, mais qui là devrait se reprendre. Les deux équipes qui sont à l'équilibre d'ailleurs en perte de balles, 17 pour Washington et 20 pour Carolina. Donc bon, c'est les équipes au moins qui compensent les erreurs qu'ils font. Ça doit bien être la seule chose qui est équilibrée. Ouais, voilà. Bon, et enfin, Dwayne Haskins, qui est sa première victoire la semaine dernière. Je voulais le signaler parce que je l'aime bien quand même. Baltimore Ravens, 9 victoires, 2 défaites. San Francisco 49ers, 10 victoires, 1 défaite. On en a parlé, on prend les Ravens tous les deux. C'était notre match de la semaine. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le début de l'émission. Jacksonville Jaguars, 4 victoires, 7 défaites. Tampa Bay Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites. Allégorie de l'inconstance. Ouais, il est super dur à pronostiquer. C'est vraiment un dessous où ils se font des écarts. Moi, je pensais Jaguars au début, je crois que je vais aller sur Buccaneers. C'est le même bilan, mais c'est pas du tout le même genre d'équipe. C'est ça qui est marrant. Les Buccaneers sont plus explosifs. Les Jaguars ont une défense qui est plus que 18e dans la ligue d'ailleurs. Ouais, ça pèse un peu ça. Ouais, j'étais un peu. J'ai regardé ça avant l'émission parce que je me demandais où ils en étaient. Il y a 34 sacs, il y a encore du pass rush, il y a encore des choses, mais il y a seulement 8 interceptions et ils concèdent plus de yards. Ils vont mettre la pression sur Jameis Winston, ce qui est toujours un bon point quand tu joues Jameis Winston, parce que même sans pression, tu me diras, il peut te la rendre. Mais après, il y a un Chris Godwin, il y a un Mike Evans qui sont en bonne forme. Mike Evans qui a rejoint Randy Moss en rang des receveurs qui ont plus de milliards sur leurs 6 premières saisons. C'est quand même loin d'être une anomalie, c'est le mot que je cherchais. Oui, non, mais c'est un sacré joueur. Tampa a parfois des trous d'air, mais ils ont aussi la deuxième défense au sol. Je me dis que s'ils ralentissent Leonard Fournette et qu'ils sont explosifs comme ils peuvent l'être, je vais parier sur les Buccaneers. Moi, j'avoue, j'ai pris plutôt les Jaguars. Foles lance peut-être un peu moins d'interceptions que Winston, même s'il n'est pas flamboyant. Après, tu l'as dit, il y a des arguments aussi. Shaquille Barrett, qui est le co-meilleur saqueur de la ligue côté Buccaneers. Donc, il peut y avoir de la pression aussi sur l'attaque des Jaguars. Le match est assez incertain. De toute façon, moi je prends Jacksonville parce qu'en plus c'est chez eux. Dans ce cas-là, tu te rattrapes à ce que tu veux. Pittsburgh Steelers, 6 victoires, 5 défaites. Cleveland Browns, 5 victoires, 6 défaites. Ce sont les retrouvailles de la grande bagarre d'il y a 2 semaines. Ouais. Allez, ça y est, ça s'est dit. Sans Garrett, du coup, c'est le seul qui va manquer. Et sans Mason Rudolph, puisque c'est Devlin Hodges d'ailleurs qui est titulaire pour les Steelers. Et c'est lui qui avait battu, je me souviens plus. Non, du coup, c'était. Il a joué plutôt dans la saison. Il y a eu une commotion pour Rudolph. Et il a battu les Chargers, c'est ça, merci Grégory. Je suis trop stressé de faire l'émission avec Grégory à côté de moi parce que j'ai un trou sur le nom d'un long snapper ou un truc comme ça et genre je me sens trop mal. Allez hop, le tacle gratuit. Honnêtement, est-ce que l'absence de Myles Garrett peut changer la donne par rapport au match précédent entre les Browns et les Steelers ?
Bah écoute, ils en sont plutôt bien sortis sans lui la semaine dernière, alors qu'on avait dit en effet qu'il représentait quand même un tiers de la franchise au moment où il est... Un tiers des sacs de la franchise. Ouais, un tiers de la franchise, c'est beaucoup quand même. Un tiers des sacs de la franchise au moment où il est suspendu. Donc... Ils s'en sont sortis sans lui. L'attaque de Pittsburgh est quand même suffisamment catastrophique pour que quand même si la défense des Steelers est bien au-dessus, et je lui souhaite bien du bonheur, je l'ai dans mon équipe fantasy, mais je pense quand même que Baker Mayfield peut faire des différences, donc je vais aller sur les Browns. Ouais, moi aussi. Même si, étonnamment, tu vois, les Steelers ont une meilleure fiche. J'aurais pas cru ça avant le match. Mais ils ont beaucoup mieux commencé. Aussi. New York Giants, 2 victoires, 9 défaites. Green Bay Packers, 8 victoires, 3 défaites. J'ai un peu mal d'avance pour les Giants sur celui-là. Pas de Shurmur qui retrouve les Packers qu'il avait connus avec Minnesota. Bon, là, c'est pas. Il était coordinateur offensif des Vikings. Bon, là, il n'a pas exactement le même matos du côté de New York. Les deux sortent d'une défaite. Les Packers sont peut-être ceux qui sont le plus à même de vouloir rebondir et d'avoir de quoi le faire. Oui, non, mais clairement, sur la qualité de l'effectif global, il n'y a pas vraiment match entre ces deux équipes-là. Ils ont l'attaque pour écraser les Giants. Qui prennent 28 points de moyenne par match. Voilà. Et puis derrière, ils ont quand même une défense pour arracher quelques erreurs de Daniel Jones. On l'a dit, il a un peu de mal avec la protection de balle. En théorie, ça devrait passer, donc Packers. Ouais. Packers pour moi aussi, pardon. Miami Dolphins, 2 victoires, 9 défaites. Philadelphia Eagles, 5 victoires, 6 défaites. Bon, sur le papier, il y a peu d'espoir pour les Dolphins, même si, attention, les Eagles sont un peu moins bons que ce qu'on attendait au début de l'année. Euphémisme. Ouais, je te fais coucou à Victor, grand fan des Eagles. Mais honnêtement, sur ce match-là, ce serait une énorme surprise de voir Miami l'emporter. Les jeunes joueurs vont prendre un peu d'expérience, il faut le prendre comme ça. Ouais, enfin alors après, Miami, c'est pas non plus fait marcher dessus par tout le monde depuis le début de l'année, donc je me méfierais quand même. Et puis qu'il y a Fitzpatrick, ça va mieux. C'est ça. Et puis quand à Philadelphie, t'en es à utiliser des arguments en conférence de presse dignes de Bruce Arians et Jameis Winston à dire s'il n'y avait pas eu les ballons perdus, on était quand même vachement bons. Donc, sans les 5 interceptions, on pourrait peut-être gagner. Alors ça, c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup, moi, toujours. Donc voilà, si on n'avait pas pris 3 buts, on gagnait le match. Donc ça m'inquiète un peu en termes d'esprit. Après, comme tu le dis, sur le matos, évidemment qu'ils sont au-dessus. Fitzpatrick, avec ses hauts et ses bas, c'est vrai qu'on fait plus souvent les comptes, mais ça s'équilibre parfaitement, les hauts et les bas. Il est à 10 touchdowns, 10 interceptions. J'ai vérifié avant l'émission. Sur 6 matchs, c'est parfaitement moyen. Mais attention quand même. Eagles, mais attention quand même. Ouais. S'ils sont sérieux, ça peut le faire. Maintenant, il faut être sérieux. On passe au match de dimanche à 22h05. Les Cardinals de l'Arizona, 3 victoires, 7 défaites, 1 nul, qui reçoivent les Los Angeles Rams, 6 victoires, 5 défaites. Les Rams qui viennent de prendre une énorme claque face aux Ravens. Est-ce que les Cardinals pourraient pas en profiter pour achever un peu la bête blessée, tu vois ? Si. Le problème, c'est que les Cardinals ont la pire défense aérienne. Ouais. Mais statistiquement, en tout cas. La force de Los Angeles cette année, c'est plutôt le jeu au sol. C'est pas grand chose la force de Los Angeles cette année. Ouais, d'accord, mais enfin bon, relativement par rapport à l'autre. Non, mais le truc, c'est que si Jared Goff se refait pas la cerise là, d'autant que Brandon Cooks, en théorie, je crois, a reçu le feu vert pour revenir dans sa commotion, s'il se refait pas la cerise là sur la défense aérienne des Cardinals, on peut plus rien pour les Rams. Et de toute façon, je pense pas qu'ils iront en playoff. Ça fait longtemps que je le dis. C'est compliqué. Je crois que je suis assez fier de l'avoir dit même avant la saison. En NFC, c'est compliqué. Et je pense que oui, ce match, il pourrait être plus serré que la réputation des équipes sur l'an dernier, en tout cas, ne le veut. Je vais dire les Rams, mais ça pourrait être le le champ du signe. Moi, je prends les Cardinals parce que la défense au sol, pour le coup, des Rams, c'est terrible. Et il y a David Johnson qui est moins bon que ce qu'il a été dans le passé, mais qui, on sait, est un bon coureur. Et Chandler Jones va pouvoir aller casser la tête de Jared Goff tout le match. C'est pas impossible. Donc, c'est lui aussi co-meilleur sacker de la ligue, je crois, à égalité avec Shaquille Barrett. Donc bon, voilà, des arguments de part et d'autre. J'ai envie de croire que les Cardinals peuvent peut-être profiter de la mauvaise dynamique de Los Angeles. Dimanche à 22h25, Denver Broncos, 3 victoires, 8 défaites. Los Angeles Chargers, 4 victoires, 7 défaites. Les Broncos qui avaient gagné dans le premier match de la saison 20-13, début octobre. Comme toujours, tout a l'air en faveur de Los Angeles sur ce match, sauf que Rivers a lancé 14 interceptions cette saison et qui peut tuer le match à lui tout seul. Ce qui est terrible, parce que les années d'avant, il pouvait sauver le match à lui tout seul. Maintenant, il tu vas me faire une Eagle. S'ils n'avaient pas lancé 14 interceptions, ils seraient dedans ou... Non, mais le fait est qu'il y a 14 interceptions et que c'est lui qui a flingué une grosse partie des victoires des potentielles victoires de Los Angeles. Si on est dans de la preview plus que dans du prono, moi, le seul motif pour regarder ce match, c'est si Drew Lock joue. C'est-à-dire que j'ai envie de voir Drew Lock à l'œuvre, voir ce que les Broncos ont drafté éventuellement, etc. Après, sur le bilan des deux équipes, il n'y a plus rien à jouer. On sait ce qu'on a en main avec les Chargers et les Broncos. Donc j'espère que Drew Lock joue.
Ceci étant dit, je pense que les Chargers sont plus complets. Donc ouais, sur les et puis Chargers. même si Drew Lock joue, il va quand même affronter un pass rush qui est à peu près une des seules satisfactions de Los Angeles cette année. Donc j'espère que la défense peut compenser les éventuelles erreurs de Philip Rivers. Ça devrait passer pour Los Angeles. À noter que les frères Bosa, d'ailleurs, les deux sont leaders des votes du Pro Bowl à leur poste. C'est beau, bravo. Ce serait sympa, d'autant qu'ils sont pas. Ah non, ils sont pas dans la même conférence, donc ils s'affronteraient. Ouais. Kansas City Chiefs, toujours à 22h25, 7 victoires et 4 défaites contre Oakland Raiders, 6 victoires et 5 défaites. Et Oakland qui pourrait prendre la tête de la division sur ce match. Je fais un petit aparté, il y a les mauvaises langues d'à côté qui disent ils s'affronteront pas directement, les frères Bosa et tout ça. Ouais, vous savez qu'au Pro Bowl, on peut faire jouer tout le monde où on veut. Non, ils sont revenus aux conférences. Non, ils sont revenus aux conférences. Et vous savez comme moi qu'au Pro Bowl, on peut tout à fait mettre un défenseur en attaque et inversement. Oui, mais ils mettront face à face. L'un contre l'autre. Donc, Kansas City Chiefs, 7 victoires, 4 défaites et Oakland Raiders, 6 victoires, 5 défaites. Les Raiders qui peuvent prendre la tête de la division. Incroyable, mais vrai. Oui, enfin incroyable s'ils le font parce que là c'est pas au programme en mon sens. Hein, non, c'est pas. On est pas d'accord que c'est pas au programme. Enfin, mathématiquement, si on m'avait dit au début de l'année qu'en semaine 13, oui. Auckland pourrait jouer la tête de la division face aux Chiefs, j'aurais rigolé. Mathématiquement, oui. Après, vu comment ils se sont fait ratatiner contre les Jets, là ils jouent les Chiefs avec Patrick Mahomes. J'aime bien ce mot. Et Tyreek Hill qui revient qui était un peu touché au dernier match, qui devrait être opérationnel. Donc a priori, moi je vais sur Kansas City, ça devrait dérouler quand même un peu plus vite. Voilà. Les Raiders sont en construction. John Gruden l'a encore redit la semaine dernière. Oui. Là, c'est un match d'apprentissage quasiment. Après, il y a des playmakers côté Raiders. Oui. Il y a Josh Jacobs au sol. Il y a Max Crosby en défense. Derek Carr est loin de faire une mauvaise saison. Et on sait que les Chiefs prennent souvent beaucoup de yards en défense. Donc, voilà, attention à rester sérieux parce que un match de division, ça peut vite tourner dans un sens comme dans l'autre. Lundi à 2h20 du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi, Houston Texans 7 victoires, 4 défaites contre New England Patriots, 10 victoires, 1 défaite. On sait que Bill O'Brien, quand il rejoue son ancienne équipe, c'est pas une réussite. Il est 4 défaites en 4 matchs. Bon. Ouais, mais alors tu vois, Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, tout ça, il y a des armes. Le problème, c'est que la défense des Patriots. Bah oui, voilà. Non, mais c'est dingue parce que cette défense, elle est tellement forte que tu peux te dire, bon, alors, ils vont pas tenir Tom Brady et tout ça, mais il y a tellement de blessés à New England, il y a tellement de. Tu te disais, ils pourraient peut-être rivaliser, mais c'est devenu tellement fort. On sait même pas si Stephen Gilmore, il va pas se mettre sur le paletot de DeAndre Hopkins et lui faire passer une soirée à 0 ou presque. Donc, tu es obligé de prendre New England pour ça, quoi. C'est ça. Clairement, c'est peut-être la meilleure équipe avec laquelle Bill O'Brien va jouer les Patriots depuis qu'il est parti dans le Texas, mais ça ne devrait pas suffire pour autant, malheureusement. Et enfin, dans la nuit de lundi à mardi, à 2h15 du matin, Seattle Seahawks, 9 victoires, 2 défaites. Minnesota Vikings, 8 victoires, 3 défaites. Et je réalise que je n'ai pas pris de notes sur ce match, c'est absolument terrible. Non, de toute façon, le match est hyper... je trouve que c'est peut-être le plus difficile à pronostiquer de cette semaine. Peut-être, en tout cas c'est un des plus compétitifs. Oui, c'est un très gros enjeu pour les deux. Ouais, pour la course au wildcard parce que ils ont beau avoir un bilan de 9-2 et 8-3, c'est deux équipes qui sont deuxièmes de leur division. Ouais. Donc ça va être un très très beau match clairement. J'aurais donné, alors je crois que j'ai pronostiqué Minnesota et je vais m'y tenir. Le problème c'est que je pensais au moment où je l'ai préparé qu'Adam Thielen revenait, finalement il s'est pas entraîné mercredi alors qu'il s'était entraîné la veille, donc ça reste très incertain. Il sortait sans lui jusqu'à maintenant aussi. Ils s'en sortent sans lui, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matos en face. J'aime bien ce que Seattle fait là, avec ses receveurs, avec les DK Metcalf, etc., qui sont en train de prendre de plus en plus de place. Rashad Penny sort un bon match. J'espère qu'ils vont continuer à l'utiliser, d'autant que je l'ai récupéré sur le waiver aussi. C'est ce que j'allais dire. Tu l'as récupéré en fantasy pour dire un truc comme ça. Donc j'aimerais bien qu'il fasse un gros match. Mais non, mais voilà. T'as des blessures au niveau des safeties de Minnesota qui pourraient être embêtantes parce que, encore une fois, t'as un Russell Wilson qui est Russell Wilson en face. Il n'y a plus besoin de le décrire. L'an dernier, les Vikings perdent en semaine 14, alors qu'ils avaient maintenu Wilson à 72 yards. C'est un délire ce match. Je me souviens, ouais. Donc, voilà. Je prends un pari. Je crois que je fais un pari tactique parce que je crois que j'ai vu que Raphaël a pris les Seahawks, si je dis pas de bêtises, donc je prends les Vikings. C'est pas mais si, c'est ce match-là aussi où les Vikings ratent en wildcard un field goal devant les poteaux à la toute fin. C'était un match contre les Seahawks. En tout cas, il y avait les Seahawks impliqués parce que je revois ces images des fans des Seahawks dans le théâtre à côté qui font la teuf quand le field goal est raté. Voilà pour tous les pronos de la semaine 13. On va tout de suite. Pardon, j'ai pris les Vikings, excusez-moi, mais on va quand même passer au meilleur cote.
Les meilleures cotes de la semaine 13 avec notre partenaire Unibet. Vous connaissez le principe, 3 cotes, un combiné. C'est parti. Alain, quel est ton prono? Il ne le sait plus. Les Titans à 2. Heureusement que je le sais parce que j'ai l'écran de retour de l'autre côté. Bravo. Non, les Titans à 2, j'y crois. Au contre sens les Colts. où voilà, c'est un match hyper indécis et c'est eux qui ont la meilleure cote. Donc dans ces cas-là, je peux y aller avec eux. Et je l'ai dit, il y a tellement de blessures pour les Colts. C'est ça. Moi, à 2, les Titans, ça me va. Moi j'ai pris les Vikings à 2-10. On en a parlé là dans les derniers pronos du segment précédent. Les Vikings qui jouent contre Seattle. Je sais plus si c'est chez eux ou si c'est à Seattle. Bon, ça va pas être pour facile. Ça c'est pour ça que la cote est importante. Maintenant, il y a des arguments. Minnesota qui est sur une très bonne série offensive depuis que Kirk Cousins s'est souvenu qu'il pouvait lancer le ballon et qui a un des meilleurs coureurs en la personne de Dalvin Cook aussi. Donc ça va pas être facile, mais la cote, je trouve, vaut le coup pour ce match-là. 2-10, c'est pas mal. Donc j'y vais avec eux. Et en code bonus, on a pris les Jaguars qui affrontent les Titans de mémoire. Non, les Titans, Buccaneers. Voilà, les Buccaneers. J'étais sur une autre équipe un peu irrégulière. Donc Jaguars à 1,88 contre les Buccaneers. On en a parlé. C'est un match qui peut aller aussi dans les deux sens. Maintenant, les Buccaneers ont la fâcheuse tendance de perdre beaucoup de ballons. Ouais, puis c'est la logique. Quand tu dois mettre de l'argent, ne le mets pas sur Jameis Winston. Aussi. Voilà, je ne saurais dire un meilleur argument, donc on va s'arrêter là. Le rappel, donc les Titans à 2, les Vikings à 2,10, les Jaguars à 1,88 pour 10 € misés. Ça vous fait 78,96 € de gain potentiel. C'est pas mal, c'est un petit combiné, mais il est agréable. Le YOLO, comme toujours, on garde les 3 cotes du combiné. Donc Tennessee à 2, Minnesota à 2,10 et Jacksonville à 1,88. On rajoute les San Francisco 49ers, qui sont quand même à 2,70. Ouais, ça me paraît excessif un peu pour les Ravens qui sont en feu, hein, donc. Ouais, mais bon, ils sont en feu aussi, quoi. Après, voilà, c'est à Baltimore. Voilà, non, mais c'est pour ça. 2,70 pour les Niners, c'est peut-être la plus grosse cote qu'ils auront cette année. Donc profitez-en. Les Chargers, tiens, à 1,55, pourquoi pas, face aux Broncos. Bon, normalement, c'est. Favori, bonne cote. Favori, bonne cote. Maintenant, tu disais tout à l'heure, mettez pas votre argent sur Winston. Bon, le mettez peut-être pas sur Rivers. Mettez plutôt sur Joey Bosa. Tu préfères le mettre sur Allen ou Locke ou n'importe quel clampin qui débute. Ah ben non, mais bon, mais moi je suis pas objectif. Bon. Toujours est-il que Los Angeles Chargers en 55. La troisième qu'on a dit, c'est les Cardinals à 2,20. Et les Cardinals qui jouent les Rams chez eux, qui reçoivent les Rams qui, on l'a dit, ont un mauvais passe en ce moment et viennent de prendre une bonne claque, sont peut-être encore un peu sonnés. Il y a des arguments à Arizona, Kyler Murray peut peut-être faire un gros match pour enfin s'affirmer. Et vous avez vu que sur les YOLO, depuis quelques semaines, on fait plus du YOLO total, on fait du pile ou face. Non, on prend pas les Dolphins ou les Redskins, quoi. Ouais. Voilà, on vous respecte un petit peu aussi. Donc les Cardinals à 2,20 pour ces 6 cotes-là, donc Tennessee, Minnesota, Jacksonville, San Francisco, Los Angeles Chargers et Arizona. Alors on se le joue. 798,68. Non, c'est pas un énorme YOLO, mais comme dit, voilà, c'est des YOLO. Sur Paris, vous n'avez plus grand-chose. Hein. Alors là, sur Paris, vous avez peut-être un petit carreau d'un petit placard. Peut-être, ouais. Petit carrelage au sol, là. Ouais. Vous pouvez rester debout comme ça, c'est bien. C'est comme ça que se termine l'épisode 325. Merci de nous avoir suivis. Merci Alain. Ben de rien. Et merci Camille, évidemment, à la technique. Et merci messieurs dans le public également. Quel enthousiasme! Bravo les fans. Pour la suite, c'est comme... non, c'est pas comme toujours, puisque c'est tout à l'heure. Si jamais vous écoutez ce podcast entre-temps, ce qui est possible, on vous le souhaite. Oui, du coup. À 20h15 pour le live de Thanksgiving, évidemment. Dimanche dans le fauteuil à 18h avec Alain. Et mardi prochain pour le débrief. On est sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, @TDActu, sur Instagram, @TouchdownActu, sur Facebook, TouchdownActu. Et partagez, il y a des cadeaux. Et n'oubliez pas de partager l'émission sur Twitter, Facebook ou Instagram pour participer au tirage au sort pour gagner un t-shirt Unibet. Ouais, prenez le réflexe parce qu'il y aura des trucs à toutes les émissions de toute façon maintenant. Unibet qui est le partenaire, tu le sais Alain, et vous le savez aussi, de l'émission du jeudi avec les meilleures cotes. Vous passez par le site pour aller vous inscrire et les matchs en streaming. On l'a pas dit au début de l'émission, mais les matchs en streaming sur le site. Les Twitter @Alain Mattei pour Alain, @Camille Sarben pour Camille, @RaoulVDG pour moi et pour les autres. Bon, vous le savez, de toute façon c'est toujours les mêmes. Vous avez l'habitude. Merci à tous de nous avoir écoutés. Très bon Thanksgiving à vous et puis bonne semaine de match. Bisous. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on
compte les points et on